culture du pôle francophone de l'UAM. Peut-être la plupart d'entre vous le savez déjà, mais pour les nouveaux participants, on vous informe que le pôle francophone UAM est un projet construit avec le soutien de l'Agence universitaire de la francophonie et le vice-rectorat pour l'internationalisation de l'Université autonome de Madrid. Notre projet cherche la création d'un espace commun ouvert à un public divers pour la dissémination de la science et la culture en langue française. On compte aussi avec le soutien et la collaboration de l'Institut français et l'ambassade de France en Espagne, la Casa Velázquez, le lycée français de Madrid et l'association Dialogo pour l'amitié franco-espagnole, parmi des autres amis très liés à la francophonie à Madrid. En bref, c'est un vrai plaisir de vous présenter aujourd'hui à notre collègue José María Mella, professeur émérite du département des structures économiques et de l'économie du développement. Il a été aussi coordinateur général du réseau Jamonet Amene. Il s'agit d'un ambitieux projet qui couvre des actions de recherche, d'enseignement et de diffusion de connaissances pour l'intégration nationale et régionale dans le contexte commun de l'Afrique, la Méditerranée et l'Europe. Bon, il connaît en profondeur les contextes africains et il a été professeur invité aux universités du Congo, à Kinshasa et Goma, et à l'université de Kumasi au Ghana. Évidemment, il travaille sur les questions liées au développement économique de l'Afrique, comme on verra bientôt. Donc, merci, professeur José María, pour nous proposer un sujet si intéressant et pertinent, en pleine actualité. Et vous avez la parole. Bon, merci Anna Tovar, c'est un plaisir d'être ici. Merci aussi aux organisateurs de l'Agence Université de la Francophonie, au programme Erasmus, Civis et l'Université autonome de Madrid. Aussi, je vais remercier à la vice-rectrice Carmela Calais pour son appui. Donc, mon intervention va cibler 3 points fondamentalement. Le premier, c'est lancer le message qu'il y a une perception de l'Afrique comme une unité, et ce n'est pas vrai. On va démontrer qu'il y a des Afriques, pas une unique Afrique. Premier point. Deuxième point, on va discuter sur les effets du Covid en Afrique. On va voir qu'il y a une crise jumelle économique et sanitaire, mais principalement économique. Ça sera le deuxième point. Finalement, on va toucher quelques points quelques lignes de politique économique, soit du côté pour faire face à la crise sanitaire et fondamentalement à la crise économique. Donc, les points qu'on va toucher sont les mentionnés et on commence par quelques données, les données principaux. Il faut d'abord savoir que l'Afrique subsaharienne représente une portion énorme de l'Afrique. L'Afrique subsaharienne représente 24 millions de kilomètres carrés. L'ensemble de l'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. La population de l'Afrique subsaharienne est autour de presque 900 millions d'habitants et le total, c'est à peu près 1300 millions d'habitants, au total de l'Afrique, je vais dire. L'Afrique, c'est un continent aussi fragmenté, pas mal de pays, plus de 50 pays, mais c'est peu dense. La densité de la population en Afrique, c'est autour de 30 habitants, 35 habitants par kilomètre carré. Le revenu par tête, c'est autour de 1000 dollars. Et le PIB est encore modeste, c'est à peu près celui de la France, un peu, à peu près, disons. Mais l'Afrique a de grandes disparités. On a par exemple l'Afrique du Sud qui représente pas mal de
25% de la production totale, et l'Afrique ensemble, l'Afrique du Sud et le Nigeria, représentent au moins le 50% de la production de l'Afrique. Donc, on pourrait parler pour montrer qu'il y a des Afriques et que c'est une région, un continent pluriel. On pourrait mentionner 5 Afriques. D'abord, on a l'Afrique des troupeaux. On va représenter ici l'Afrique des troupeaux, bien sûr, avec une figure. L'Afrique des troupeaux, c'est fondamentalement la zone saharo-saharienne de la Somalie. C'est la frange des déserts arides, de l'élevage nomade et des pasteurs, avec de rigueurs écologiques extrêmes. Ensuite, on peut mentionner l'Afrique des greniers et de la houe, dans des systèmes de savane, de céréales, de l'arachide et du coton. C'est l'Afrique du nord du Ghana, le Mali, Burkina, etc., avec des sécheresses récurrentes et une forte pression démographique. Ensuite, on trouve l'Afrique des paniers, avec des forêts denses et humides, avec des productions maraîchères, de légumineuses et aussi pour l'exportation du cacao, du café, etc. Ensuite, on peut mentionner aussi l'Afrique des bananiers. C'est l'Afrique beaucoup plus peuplée, densément peuplée, avec des abondantes précipitations, de l'agriculture intensive et fondée aussi sur l'élevage des bovins. Et finalement, on peut faire référence à l'Afrique des îles et des archipels doués de ressources naturelles pour le tourisme. Bon, on va avec cette description, on a les idées claires du point de vue des Afriques avec une pluralité forte dans sa géographie, dans ses écosystèmes, dans les langues aussi, et de peuples, et pourquoi pas pourquoi ne pas le mentionner, de la ethnodiversité. Mais l'Afrique, c'est aussi l'histoire. L'histoire montre qu'elle sait nourrir d'une identité. Qui se manifeste parce qu'elle a été victime de l'esclavage, puis de la colonisation, exception faite de l'Éthiopie. Et donc, la mémoire reste jusqu'à maintenant présente. Et on peut dire, par exemple, du période de la colonisation, qu'il y a 3 facteurs déterminants. Le facteur de la pension de rente, avec l'impôt de capitation. Cela signifie que tout le monde paie la même chose indépendamment de leurs revenus et de leurs capitaux. Ensuite, il faudrait dire qu'il y a une espèce de pacte colonial entre la métropole et la colonie. C'est un espace captif. Et troisièmement, ce sont des économies de comptoir. C'est-à-dire, on exporte des ressources naturelles et on importe manufactures. Mais sans aucune dynamique était conduisant au développement autocentré, bien sûr, avant l'indépendance. Et donc, on parle de cicatrices de l'histoire, d'une histoire de violence. Je répète, de l'esclavage, de la colonisation et d'une indépendance fragile. Cette indépendance fragile, on peut la observer, étudier de différents points de vue. Par exemple, ce sont des économies désarticulées, c'est-à-dire il y a
il n'y a pas d'articulation entre la rente minière, la rente agricole. Ce sont des économies périphériques aussi. Elles ont un mauvais positionnement dans l'échelle internationale. Il y a les économies dépendantes. Dépendent de quoi? De ressources extérieures, de capitaux privés, des aides publiques, des transferts. Et enfin, l'Afrique se maintient encore dans un niveau de sous-développement par l'extraversion en termes de sa myramine, de l'échange inégal et du pillage de ressources naturelles. Mais quand on observe l'Afrique, il y a des perceptions différentes. Même quand l'Afrique a une certaine unité singulière, une unité déterminée par la pauvreté, la persistance de la malnutrition, premier point. Deuxième point, le déficit énergétique et hydrique. Troisième, le dualisme des structures de production. Et bon, aussi, il faut mentionner le niveau limité de l'accumulation du capital physique, des infrastructures, du capital financier, bien sûr, du capital humain, et dans un contexte d'une dynamique démographique formidable. Et il ne faut pas oublier, dans le contexte de la dépendance commerciale et technologique, et avec des processus d'émigration, surtout interne, parce qu'on parle en Europe de l'immigration africaine vers ici, mais le processus migratoire, fondamentalement, c'est intra-africain. Mais phase assez très commun de l'Afrique, il y a des perceptions différentes. On trouve les gens qui ont un avis une perception de l'afro-pessimisme, des guerres, elles sont toujours en guerre, en épidémie, famine. L'Afrique, depuis, je me rappelle, depuis les années 60, on disait par exemple, l'Afrique est mal partie. Il y avait un livre qui s'est intitulé comme ça, L'Afrique en panne, l'Afrique trahie, c'est toute la philosophie de la négrologie. Ensuite, on peut parler de l'afro-pessimisme, c'est-à-dire l'Afrique souffre de l'impérialisme, du colonialisme. Bien sûr, elle souffre, mais il y a d'autres aspects à tenir en compte. Et aussi, on trouve, même depuis quelques années, l'afrotimisme. C'est l'Afrique de la nouvelle frontière, l'Afrique qui marche, qui émerge. Même en anglais, ils disent Africa is rising. C'est accompagné aussi, bien sûr, de l'émergence des classes moyennes qui poussent. Hein. Mais quand on étudie patiemment l'Afrique, je pense qu'il faut se méfier des interprétations hâtives et avouer modestement qu'il n'est pas aisé d'identifier des dynamiques du dedans. Il faut faire de la recherche, il faut analyser concrètement la réalité concrète de chaque pays, de chaque région de l'Afrique. Même s'il y a des perceptions différentes, on pourrait identifier quelques tendances, fondamentalement 4 tendances dans l'évolution des économies africaines. La première tendance, c'est celle qui lie la faiblesse de la croissance du revenu par habitant à une faible productivité, à une démographie étendue et des niveaux considérables de pauvreté. Nous sommes en présence d'un problème insurmontable de croissance dans les différents secteurs économiques, l'agriculture, l'industrie, les services, accompagnés d'un énorme secteur informel, à quoi il convient d'ajouter une faible productivité.
les économistes la définition par les économistes de productivité, c'est la production par occupé, par quelqu'un qui travaille. Et cette productivité, cette production par tête occupée, se maintient au fil du temps, en particulier très basse, en particulier dans le secteur agricole. Et la démographie qui en est à la deuxième phase de la transition démographique, avec un dividende démographique important. On dit dividende démographique parce qu'il y a beaucoup plus d'actifs que de passifs. Et ça va se maintenir pendant les prochaines décennies. Et il faut être conscient qu'il faut tirer parti de ces dividendes démographiques. C'est un dividende démographique de jeunes, mais qui pèse actuellement sur le niveau de pauvreté. Si on ne développait pas le poste de travail, l'éducation de ces jeunes. Et donc, malgré des améliorations évidente, le niveau de pauvreté, il faut le dire, il faut le souligner, reste encore très élevé, comme en montre le taux élevé de malnutrition chez les enfants de moins de 3 ans, qui seront marqués dans toute sa vie. Quand un enfant reste dans des conditions de malnutrition à l'âge de moins de 30 mois, il reste touché au long de toute sa vie. Et donc, il faut accompagner cette malnutrition d'un faible niveau d'alphabétisation. Et aussi, dans ces pays de faible productivité, de faible croissance, il y a c'est frappant, mais c'est comme ça, une réduction de l'espérance de vie autour de 50 ans. À quoi il faut ajouter d'un côté une faible empreinte écologique, mais même s'il est faible, l'Afrique est très vulnérable au changement climatique, est très vulnérable aux sécheresses, très vulnérable aux inondations, à la déforestation, à l'érosion, à la désertification. Et ça, c'est un phénomène qui observe, par exemple, les sécheresses formidable. On reste touché quand on voit les îles des Cap-Verts. Je viens d'être là pendant la semaine dernière et je vois que ça, c'est un constat, une constante historique qui c'est un poids lourd pour le développement qui empêche un développement normal du pays. La deuxième tendance ou séquence est celle qui est bien marquée par les liens entre l'existence d'un poids très considérable du secteur primaire, bien sûr par la prédominance de l'agriculture familiale, qui n'assure pas la sécurité alimentaire, aussi par un secteur industriel bloqué et des tailles inférieures, victime de très faibles niveaux d'investissement et d'un processus de formation des villes sans suffisamment d'industrie et de services. Et en conséquence, ces villes sont incapables de se diversifier. C'est le noyau d'une ville. Elles sont diversifiées ou une ville n'existe pas. La troisième séquence ou tendance est donnée par des politiques économiques fonctionnant selon des hypothèses restrictives imposées par des organisations internationales, même de l'indépendance à nos jours, hein, organismes internationaux, Fonds monétaire international et d'autres qui exprimaient ou s'exprime autour des ajustements structurels avec la libéralisation, mais avec des politiques budgétaires très strictes. Et ce sont des politiques soumises en Afrique à des systèmes financiers limités par de faibles niveaux d'épargne, par des niveaux bancaires, de bancarisation très réduits, dépendant
de l'aide, du crédit international, des envois de fonds de migrants et des mécanismes de microcrédit. Et la quatrième séquence, qui n'a pas encore été consolidée définitivement depuis le début des années 2000, est liée à taux de croissance plus dynamiques, à des taux de pauvreté à la baisse jusqu'à l'année dernière, parce que l'année 2020, la pauvreté a augmenté avec le Covid, avec un endettement important, avec des réductions de déficit public jusqu'à l'année dernière, à l'ouverture des marchés internationaux aussi jusqu'à l'année dernière, à l'intégration croissante des technologies, de l'innovation et de la communication. Et en Afrique, il faut souligner aussi les nouveaux partenaires internationaux comme la Chine, particulièrement la Chine, et aussi on pourrait parler du Brésil. Et il ne faut pas oublier non plus la diversification des exportations qui les rend moins dépendantes de l'extérieur et même aussi de l'Europe. Donc, malgré ces séquences complexes des relations, on pourrait essayer de construire, de bâtir une typologie des économies africaines. Et cette typologie pourrait être construite à partir de deux critères. Le premier critère, c'est l'ouverture, c'est-à-dire le poids des exportations sur la production, bien sûr, sur la population et sur la production. Je le fais dans ces cas-là sur la population. Et aussi, le deuxième critère, la diversification, c'est-à-dire le poids des manufactures et des services sur le PIB, sur la production. Donc, on peut classifier en suivant ces deux critères, les économies africaines en quatre types d'économies. D'abord, l'économie à faible revenu, c'est-à-dire l'ouverture petite et pas de diversification. Après, deuxième, les économies à revenu intermédiaire, et c'est encore sans ouverture, mais la diversification commence. En troisième, les économies diversifiées, ouverture avec diversification. Et le quatrième type d'économie, ce sont l'économie rentière, c'est-à-dire ouverte, mais pas diversifiée. Donc, si on veut définir un tout petit peu ces économies, on peut dire que la première, c'est-à-dire les économies à faible revenu, et ce sont des économies un peu plus de $400 par habitant, très bas bien sûr, la faible croissance, l'expansion démographique, ce sont des économies très vulnérables au choc extérieur des prix internationaux, très exposées aux insécurités alimentaires, énergétiques ou même climatiques. À l'agriculture est dominante, 70% des exportations, avec un manque d'infrastructures, bon, et avec des institutions très vulnérables. Ce sont les cas du Burundi, par exemple, de l'Érythrée, du Mali, de Sierra Leone, etc. Les seconds types d'économies, ce sont celles à revenus intermédiaires. Elles bénéficient d'une certaine croissance du secteur agroalimentaire, de revenus par habitant légèrement supérieurs à $1 000 par tête, des services manufacturiers embryonnaires qui ont déjà appelé à une certaine importance à avoir une certaine importance dans le processus d'intégration africaine. Comme vous savez bien, c'est le processus d'intégration lancé par l'Union africaine.
Et ce sont les cas, par exemple, de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Et le troisième type d'économie, ce sont des économies diversifiées, comme je viens de dire. Leurs revenus sont plus élevés, des revenus moyens, avec une croissance économique plus forte, des niveaux plus élevés de stabilité politique, des secteurs manufacturiers et tertiaires plus intégrés à l'échelle internationale, une meilleure utilisation de ressources propres, des investissements plus importants dans l'éducation, des garanties de sécurité alimentaire et des données démographiques plus contenues. Ce ne sont pas des économies avec 6 ou 7 fils par femme ou de 5 fils, la moyenne de l'Afrique, mais autour de 4, même moins, mais autour de 4, disons. Et enfin, ce sont les cas de l'Afrique du Sud, du Botswana, etc. Et enfin, nous trouvons des économies rentières. Ce sont des économies rentières par le pétrole ou par les exploitations minières, vivant de la spéculation, de la forte croissance et de l'investissement étranger, mais qui manquent de diversification économique et se caractérise par des dualismes extrêmes, d'une agriculture pauvre, de fortes impulsions à l'importation et d'extraordinaires hausses inflationnistes des prix qui détruisent la capacité compétitive de ces pays. Cette séquence a besoin d'une brève explication. C'est que processus inflationniste, parce que si les prix du pétrole augmentent, les devises rentrent dans les pays, les importent, le prix augmente. Et donc, il n'y a pas, si les prix augmentent, il y a une perte de compétitivité immédiate par le reste de ces terres qui ne sont pas du pétrole. Donc, c'est une catastrophe pour le pays parce qu'on dépense ces devises, mais on n'investit pas dans l'éducation, par exemple, dans le domaine des infrastructures, etc. Si on veut caractériser un tout petit peu plus ces économiques, on va au domaine de la politique, aux différents types d'États. Et on peut voir une certaine corrélation entre des économies diversifiées et un État mature, avec une démocratie tout petit peu consolidée, des économies rentières avec un État rentier, c'est-à-dire c'est un État construit sur la base de la recherche népotiste des rentes. On voit une certaine corrélation entre des économies à revenus intermédiaires et l'État fragile, c'est-à-dire des États comme le Mali, Niger, le Tchad, sans puissance opérationnelle en tant qu'État. Et finalement, on peut parler des économies à faible revenu avec un État en faillite. C'est le cas, par exemple, de la Somalie, qui ne reçoit pas d'impôts, mais c'est un État incapable d'assurer les services publics. Comme on peut le voir d'une manière ou d'une autre, la configuration de l'État, des administrations publiques détermine de manière décisive les politiques publiques, mais aussi d'une façon ou d'une autre détermine aussi l'évolution de ces économies. Donc, on arrive au dernier point, c'est l'impact du Covid en Afrique. Le premier impact, c'est la perturbation des chaînes de production. Et provoque l'arrivée du Covid, provoque la fermeture des frontières, la fermeture des entreprises, d'interruption de chaînes internationales des valeurs. C'est la fermeture des ports et des aéroports, particulièrement en Chine et dans le reste du monde,
et ça provoque des effets profondément négatifs dans tous les secteurs économiques. Deuxièmement, il y a tout de suite une chute tout d'un coup, une chute de la demande de la Chine et de l'Europe. Une baisse de la demande chinoise et européenne des matières premières africaines s'est fait sentir. Et il en est de même pour l'accès de l'Afrique aux composants et aux produits manufacturiers extérieurs, ce qui est de nature à créer tout de suite l'instabilité et l'incertitude économique. Donc, il y a une baisse, une tombée des échanges commerciaux et avec cette tombée des demandes, il y a une chute des prix. Bon, et cette chute, cette baisse des prix, c'est la baisse des prix des pétroles, des minéraux, et aussi, ça, il faut le remarquer, il y a une chute avec la fermeture des frontières des flux touristiques dans le pays le plus touristique. Ça, sont frappés d'une manière décisive. Et avec ça, l'effet immédiat, c'est la tombée de la production, de l'emploi, des revenus à des taux bons en moyenne de 5-8%, 8%, mais il y a des pays qui sont très ébranlés avec des chutes au-delà de 10%, avec une augmentation immédiate du déficit public et de la dette et avec une réduction de la marge fiscale. Et ça, c'est décisif pour faire face à la crise et à la crise sanitaire. On a dans le système international, on a le système COVAX. Ce système essaie d'approvisionner en dose du 20% à l'immensité des populations de l'ensemble des pays du monde. Mais il y a des retards considérables, Et les vaccins n'arrivent pas. Donc, les besoins sont énormes, mais les objectifs ne vont pas être accomplis cette année, même pas l'année prochaine. On verra. Mais ce qu'on sait avec sécurité, c'est que personne n'est en sécurité tant que nous ne sommes pas tous en sécurité. Donc, il faut considérer les vaccins anti-Covid comme un bien public global, mondial, parce que ça, c'est une demande de peuple, c'est une demande de l'intérêt de tous, soit c'est tous au nord ou au sud. Nous sommes tous embarqués dans le même bateau. Et si on peut être tous vaccinés en Espagne et en Europe, mais si en Afrique, à Cap-Vert, au Sénégal, à Côte d'Ivoire, etc., ne sont pas vaccinés, ça reste un danger, même avec le nouveau type de virus qui commence à apparaître. Donc, le futur n'est pas assuré s'il n'y a pas une vaccination massive de tout le monde au nord, et je parle en défense du sud, particulièrement de l'Afrique. Et bon, il y a des politiques qu'il faut mettre en place, les politiques qui devraient agir de manière décisive sur 4 fronts. Le front de la santé, de la production, des finances et du budget. Il est nécessaire et urgent, je dirais, renforcer les systèmes de santé nationaux, de prioriser les investissements dans ceux-ci, c'est-à-dire, je parle de personnel de santé, de prix de dotation et d'équipements hospitaliers, notamment pour détecter les poches de contagion. Et développer, sans doute, on vient de le dire, la coopération internationale dans le domaine des connaissances épidémiologiques, des protocoles de prévention et de traitement. Eh bien, malgré les nombres limités, relativement limités, des cas atteints par les COVID
en Afrique, il n'y a pas de place pour la complaisance. Attention donc à l'épidémie. Donc encore maintenant et dans les prochains mois. Et il est nécessaire d'agir en mettant en place des filets de sécurité sociale et alimentaire et donner un coup de pouce à l'activité productrice au niveau des familles pauvres, des chômeurs, des informels, des vendeurs de rue, des travailleurs indépendants et des petites, moyennes et micro-entreprises. Et il est urgent et nécessaire de fournir des liquidités à intérêt réduit ou nul, même nul, des dons aux plus pauvres et de promouvoir les marchés de la dette locale ou régionale pour créer des ressources dans la lutte contre la pandémie, comme cela a déjà été fait dans beaucoup de pays en Afrique, mais il faut être là. Et ce financement est nécessaire pour alléger l'impact sur la balance des paiements, soutenir les familles en allégeant ou annulant leurs dettes, doter les entreprises et les gouvernements avec des garanties et des moratoires pour la dette, je parle. Et enfin, il est nécessaire de mobiliser les leviers de l'investissement sur la base d'une forte volonté politique afin de relancer l'activité économique, créer des conditions sanitaires décentes, récupérer et améliorer les activités éducatives et jeter les bases d'un développement durable et inclusif. Et bon, je vais finir avec trois réflexions. Tout ce que je viens de dire, on ne peut pas le faire si on ne s'engage pas dans l'amélioration de l'efficacité, l'efficience du secteur public. D'abord. Deuxièmement, il faut une coopération beaucoup plus intense entre le public et les privés. Et finalement, il faut l'intégration régionale. Les économies africaines et leurs marchés sont très petits. On parle des pays, par exemple, le Bénin, le Togo, avec 10 millions, 12 millions d'habitants, même là au-dessus, les Ghana avec 20 millions d'habitants, mais sont des économies, bien sûr, très petites. Il faut de l'intégration pour élargir le marché. Je parlais dans une économie encore beaucoup plus petite à Cap-Vert la semaine dernière que c'est un pays qui doit penser en termes d'Afrique occidentale et passer d'une petite économie à fournir des clients de l'Afrique occidentale qui sont au-delà de 300 millions d'habitants. Donc, merci pour votre attention. On peut continuer à parler. Je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci. Merci. Merci, José María. C'était très intéressant, vraiment. Donc, avant d'écouter les autres, je voudrais vous poser une question. Dans cette visite que vous avez faite récemment à l'Afrique, c'est quoi la sensation de la population et des gens avec lesquels vous avez parlé et par rapport à tous ces sujets-là, donc le secteur public, la coopération internationale, donc tous ces trois petites réflexions finales, c'est quoi le sentiment des gens africains avec lesquels vous avez parlé? Oui, bien sûr, je vous remercie, Anna, pour votre question. Je pense que on peut constater déjà en Afrique que les choses ont commencé à changer. On sait que l'économie américaine, l'économie chinoise se récupère, l'économie européenne ira ensuite, commence à fournir quelques éléments de récupération, mais doit se consolider encore. Mais en Afrique, on peut constater ces signes d'amélioration. Par exemple, en parlant des Cap-Verts, je puis constater qu'on commence à avoir bon, quelques milliers de touristes. Ça commence à se débrouiller beaucoup mieux.
Donc, oui, je peux vous répondre qu'effectivement, c'est ça que vous venez de dire. Les choses commencent à être mieux, du point de vue économique en particulier, dans les économies touristiques, mais encore à des niveaux très bas. Il faut les consolider. Une autre D'accord, donc question, s'il vous plaît. nous avons une autre question de Abelhak Segrari. Désolée si je ne fais pas de bonne prononciation. Dans l'Afrique est le continent les moins financés dans le monde. Comment refoncer l'investissement dans les infrastructures, par exemple, en tenant compte de la nécessaire transition écologique? Bon, si j'ai bien compris, vous demandez par l'investissement de la France en Afrique en termes d'infrastructures. Et premièrement, deuxièmement, leurs effets sur l'environnement. C'est pas ça? Oui, Si en général, je pense que ce sont la question, les questions. c'est pas uniquement la France, mais la coopération internationale par rapport aux infrastructures en Afrique et les conséquences ou les applications pour la transition écologique. Oui, il faut mettre attention là-dessus. Il faut faire une analyse des projets d'investissement accompagnée d'évaluations environnementales rigoureuses. Cela veut dire qu'il faut connaître ex ante, avant d'investir, les, les effets potentiels des infrastructures sur les ressources naturelles avec l'objectif du développement durable. Cela veut dire que les investissements présents ne posent pas en danger l'économie du futur. Donc, du côté des infrastructures, l'Afrique ou les Afriques, ce sont des ensembles de pays qui ont besoin des infrastructures de ports, d'aéroports, des routes, etc., etc. Et l'Afrique a un déficit énorme. Les pays ne sont pas... Par exemple, pour aller de Lagos jusqu'à Burkina, ça prend des jours et des jours par le transport en camion de marchandises qui arrivent au port de Lagos ou au port de Tema au Ghana. Ça prend de jours à des jours. Les camions doivent traverser par des routes intransitables. Donc, il faut les améliorer. Mais bien sûr, il faut tenir compte des restrictions environnementales. Et donc, si celui qui pose la question et se soucie des effets environnementaux, il faudrait se demander aussi par le besoin d'investissement pour faire compatible les deux objectifs, améliorer les infrastructures et protéger l'environnement. Même, Voilà, oui, continuez. oui, nous avons une autre intervention de Monica. Monica, si vous voulez, vous pouvez ouvrir les micros et la caméra. OK, donc, Merci. bonjour Monica. Merci. Merci, professeur Meia, pour cette exposition. Je voulais poser la question, vous m'écoutez bien? Oui, Oui, je vous écoute Oui. bien, oui. Oui, je voulais savoir votre point de vue sur le rôle que le développement de l'état de droit et de la démocratie dans les pays africains doit avoir pour le développement économique. Est-ce que ça doit, à mon avis, ça doit aller de la main? Alors, mais je voulais savoir votre opinion. Oui,
je pense qu'il y a une relation directe entre démographie et économie, entre croissance démographique et croissance économique. Et je voudrais souligner un point. La démographie, on ne peut pas l'étudier sans étudier les rôles des femmes. La moyenne de fils par femme, le taux de natalité est autour de 5 en Afrique. Mais c'est important que les femmes soient éduquées parce que l'éducation des femmes permet d'arriver à des avantages considérables. Premier avantage, l'éducation des femmes permet de diminuer les taux de natalité. Deuxièmement, l'éducation des femmes permet que ces enfants soient mieux nourris. Encore, il faut constater aussi que, bon, ce sont des études qui le montrent, les maisons de ces familles améliorent avec l'éducation des femmes. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas une meilleure politique démographique et économique que l'investissement dans les écoles, dans l'éducation. Mais dans l'éducation des filles et des petites filles, il faut gagner la bataille de l'égalité, de l'accès à l'éducation des filles avec les garçons. Si on arrive à ça, je pense qu'on a la bataille, une partie de la bataille pour gagner les futurs de dividendes démographiques et gagner. Parce qu'on augmente l'éducation des filles, on augmente l'éducation des femmes, on baisse les taux de natalité, on renforce la capacité, le potentiel de croissance économique. Donc, on peut faire gagner les objectifs en même temps. Bon, mais merci encore. Je pense que nous avons une autre commentaire de Abdelak. Si vous voulez ouvrir le micro, Abdelak. Oui. On ne vous écoute pas encore. Allô, oui, bonsoir, vous m'entendez? Voilà, Oui, ça parfaitement va bien. parfaitement. Salut José, ça va? Oui, merci Abdelak. Oui, donc moi, ma réflexion porterait justement sur la croissance en Afrique, parce que bon, pour faire justement rattraper l'énorme retard de croissance en Afrique, il faudrait un taux de 4,5% pour arriver juste au niveau de la moyenne mondiale, c'est-à-dire au niveau de la moitié de la moyenne mondiale. Et compte tenu justement de la démographie africaine, il faudrait 6%. Et comme je disais dans ma question sur le chat, que l'Afrique était le continent le moins financé dans le monde, donc je pensais justement à ce rapport de force qu'ont les bailleurs de fonds avec certains pays africains. Il faudrait qu'on sorte du modèle donateur-bénéficiaire qui règne justement dans le domaine de l'aide au développement pour arriver à un modèle de co-développement. Et ce co-développement, il n'y est pas encore. Il faudrait un changement de paradigme justement pour arriver à une coopération symétrique basée sur les intérêts mutuels. Et donc, comment relancer justement la croissance justement après la pandémie, parce que l'Afrique n'a pas été très touchée par la pandémie, mais elle a été très touchée économiquement. Alors, et d'après vous, comment justement relancer la croissance, stimuler l'investissement, tout en
repensant un modèle de développement typiquement africain. C'est-à-dire tous les modèles qui sont imposés à l'Afrique sont conçus par le FMI ou la Banque mondiale et qui sont hors sol, c'est-à-dire ils ne correspondent pas du tout à la réalité africaine. Voilà. Oui, je pense, merci, Monsieur Sagrari, Monsieur Adela, c'était un plaisir de vous écouter. Je dirais, je suis d'accord avec vous du point de vue de la croissance endogène de l'Afrique et aussi du côté de la coopération internationale, de chercher un nouveau paradigme, des nouveaux codes de comportement. Je voudrais dire, donner une donnée. Par exemple, ce qui s'est passé pendant l'année dernière, hein, en pleine pandémie, j'ai écouté des ministres des Finances africains que on calcule, on estime que 80% du total des impôts qui devraient être payés en Afrique par les multinationales n'étaient pas payés. Donc, c'est une perte énorme des recettes publiques. C'est ce que je dis. J'ai fait la remarque, j'ai fait la même remarque. On estime, c'est une estimation, à 1900 milliards de dollars par an de fraude fiscale. Vous avez Total qui ne paye pas d'impôts en Afrique, par exemple. Vous avez énormément de multinationales qui cannibalisent certains budgets de pays très, très, très pauvres. C'est immoral, c'est immoral. Oui, mais encore, il faut dire une autre chose. Il faut prendre en main par les forces endogènes, les forces propres des pays, les dirigeants de ces pays, de trouver des programmes d'investissement, des développements des entreprises propres à l'Afrique. Il y a des ressources humaines qui sont déjà préparées pour ça. Hein. Même, par exemple, je puis constater au Cap-Vert que ça commence hein, à investir dans la transformation des matières premières, dans ces cas-là, dans les matières de la pêche hein, en Cap-Vert, et d'autres pays dans leurs matières premières. Donc, il faudrait résoudre des fondements en reliant votre question avec celle posée avant, celle des infrastructures. Les problèmes de l'électrification, particulièrement l'électrification rurale. Il n'y a pas, c'est pas possible développer les économies africaines sans une électrification rurale bien accomplie et sur une chaîne de froid. Parce que, par exemple, si on veut faire du chocolat à la Côte d'Ivoire ou au Ghana, il faut une chaîne de froid. Il faut conserver les produits naturels d'une façon ou d'une autre. Donc, il faut investir dans le chapitre de l'électrification. Et il y a une grande opportunité maintenant parce que le noyau de l'électrification est autour des énergies renouvelables. Et l'Afrique a d'abondantes ressources renouvelables. Il y a du soleil, il y a du vent, il y a des... Donc, si en même temps, on est conscient de que le futur se définit par les renouvelables, le futur est défini aussi par la digitalisation, l'Afrique a un futur plutôt assuré. Parce que, par exemple, du côté de la digitalisation dépasse les problèmes de distance. Maintenant, par exemple, toutes les affaires qui se développent sur Internet pourraient être développées en se déplaçant au Cap-Vert, en se déplaçant en Afrique. Parce que si on améliore les conditions de localisation des entreprises en Afrique,
on a un énorme pouvoir d'attraction parce que les tendances technologiques sont là. Par exemple, le télétravail, c'est une source aussi de postes de travail parce que les gens aiment être dans des environnements plus confortables. Hein? Et c'est sûr que parce qu'il n'y a pas de distance, on peut travailler sur l'ordinateur et en certains secteurs. Hein? Dans les télécommunications et bon, les consultants, beaucoup de secteurs. Hein? Il y a des possibilités d'attirer des investissements en Afrique par ces nouvelles tendances de la digitalisation, des renouvelables et aussi comme conséquence des changements dérivés de la pandémie. Merci, José. Merci, Adel-Sark. Merci. Vous avez plus de questions? Pour la conversation. Donc, s'il y a plus de questions, vous pouvez lever la main ou vous pouvez ouvrir les micros comme vous voulez. Donc, il me semble que personne. Non, moi. Jean-Pierre, on t'écoute. Voilà. Le professeur Voilà. Jean-Pierre Domecq. Jean-Pierre, on vous attend des commentaires parce que c'est toujours intéressant d'écouter les autres professeurs qui connaissent la matière. Bon, s'il n'y a pas plus de questions, bon, J'ai je des suis questions. disponible, mais dites. Alors, voilà, Jean-Pierre, vous pouvez ouvrir le micro, s'il vous plaît? Ouvre le micro. Mais je l'ai ouvert, vous m'entendez? Voilà, Oui, voilà, oui, bien c'est sûr, on ouvert. t'entend. Allez. Allô, oui, bonsoir José Maria, bonsoir à tous et à toutes. Donc d'abord, félicitations José Maria pour la synthèse que tu nous as donnée sur la situation en Afrique. J'ai trouvé remarquable ton travail et puis sa concision et sa précision. Et en même temps, c'est très stimulant intellectuellement, José Maria. Moi, j'aurais juste une petite question, donc, enfin, petite question, mais très difficile. C'est qui rejoint celle du professeur Zegrari. Mais par quoi faudrait-il commencer en premier pour lancer donc ces pays dans un mouvement auto-entretenu de croissance? Donc la question est très vaste, José Maria. Mais par exemple, tu as parlé des femmes, c'était passionnant, mais comment quelque part remettre une autre place aux femmes dans la société africaine? Comment faut-il agir? Qui peut agir? Et que peuvent faire les États eux-mêmes, quoi, les États au sens les gouvernants. Oui, bon, il y a une... Pour moi, je peux constater sur place, dans mes travaux sur le terrain, que les femmes sont en train de faire une contribution formidable aux économies africaines, mais sa contribution peut augmenter beaucoup plus, parce que je parle des femmes qui sont analphabètes, qui ne sont pas éduquées. Quand une femme est éduquée, arrive à atteindre ses objectifs d'amélioration des taux de natalité, d'éducation de leurs fils, de leur nutrition, etc., etc. Parce qu'il faut savoir que, et même dans, du point de vue des paiements des impôts, parce qu'ils sont localisés dans les territoires. C'est pas question pour les hommes, parce que les hommes changent de milliers, du village en ville, d'une ville à l'autre, et ils se rendent illocalisables du point de vue fiscal, par exemple. Donc, je pense qu'en Afrique, on est bien parti, parce qu'on trouve des investissements
des bâtiments scolaires dans toute l'Afrique. Mais la question maintenant, c'est améliorer l'éducation, la qualité de l'éducation. On trouve beaucoup d'écoles dans le milieu rural les plus remotes. Mais ce qu'on trouve aussi, ce sont des écoles tout à fait massifiées, avec des cours, avec des profs, avec plus d'enseignants, avec plus d'une centaine de garçons et de filles. Moins de filles que de garçons, bien sûr. Mais c'est impossible d'améliorer l'éducation. Donc, il faut maintenant qu'on a les bâtiments, qu'on a amélioré la qualité de l'enseignement, en améliorant les capacités des enseignants. Mon expérience à l'université de Kumasi, au Ghana, c'est que pendant les week-ends, on faisait des cours, je donnais des cours à des enseignants de niveau moyen d'éducation. Et c'est un investissement très, très rentable du point de vue social, parce que la question maintenant se pose dans le domaine de la qualité. Donc, pour revenir au début, la croissance économique maintenant, c'est profiter, j'insiste, pendant les 5 prochaines décennies, profiter pour coordonner l'éducation de la jeunesse, de jeunes et de petits garçons et de petites filles surtout, de postes de travail, investissement pour les postes de travail. Donc, et ça, c'est la croissance par le moyen du capital humain, de la formation des gens. Bon, merci, José Maria. Merci à toi. Donc, Anna, donc, je ne sais pas si il y a les autres encore, mais ça a encore un peu de temps. Donc, vous pouvez lever la main. Donc, professeur Segraoui, et vous voulez parler encore? Vous savez lever la main. Juste une petite remarque suite à la réponse de José à notre collègue. Tu m'as rappelé, je ne sais pas si tu l'as lu, le célèbre livre de René Dumont, l'écologiste, l'un des premiers écologistes en France, qui avait écrit justement en 62 « L'Afrique est mal partie ». Oui, je mentionnais les titres. Oui, donc quand tu as dit… mal parti, je me rappelle, oui. Quand tu as dit « l'Afrique est bien partie », j'ai tout de suite pensé au livre alors lui qui était agronome et qui travaillait dans les pays du Sahel et qui était pas très optimiste justement sur le sort de ces pays-là, je ne sais pas ce qu'il dirait maintenant avec le changement climatique, la désertification, l'insécurité qui règne au Sahel, la migration interne qui est l'une des plus fortes en Afrique, et surtout le peu d'espoir qu'ils ont, par exemple au Tchad. Tu parlais tout à l'heure de démographie, le Tchad est champion d'Afrique avec 7 enfants par femme. Et il y a 140 000 barils de pétrole par jour qui sont produits au Tchad. Il y a encore de la faim, de la sous-nutrition, la plus forte mortalité infantile en Afrique, c'est au Tchad. Le Niger non plus, on voit ce qui se passe avec tous les conflits tribaux qu'il y a là-bas, l'instabilité politique, la mainmise de la France sur ces régions-là
pour des raisons géostratégiques et économiques aussi, donc, et néocolonialistes aussi, il ne faut pas se voiler la face. Et voilà, donc j'aurais bien aimé savoir ce que repensait René Dumont en 2021 de la situation. Oui, bien sûr. Je pense que pour faire face à ces défis, il faut tenir compte de processus en cours au sein de l'Afrique. Un processus très, très remarquable, c'est le processus d'urbanisation. Ce processus d'urbanisation demande un développement du secteur agroalimentaire beaucoup plus développé parce que ces masses des citoyens urbains demandent de la nourriture. Et la situation des importations est insoutenable. Il faut une production endogène. Donc, il faut une transformation agricole. Parce que les fondements de la croissance et du développement africain se basent sur la transformation agricole et d'une efficace utilisation des excédents agricoles par le biais de l'agroalimentation. Il y a une demande de plus en plus croissante des protéines. Donc, il faut développer l'agriculture périurbaine, proche des villes. Il faut des connexions, il faut des infrastructures là-dessus aussi pour connecter la ville et la campagne. Il faut tenir compte aussi que ce sont des processus très difficiles à limiter, même s'il y a des conséquences environnementales. Mais les conséquences environnementales, il faut les gérer. Et, par exemple, le processus migratoire sont très, très, très forts. Et les gens préfèrent vivre en ville qu'à la campagne. Ceci dit, j'oublie pas qu'il faut mettre en place des politiques de développement rural, bien sûr, mais la réalité, c'est que, par exemple, dans les premiers types d'économies que je mentionnais dans mon exposé, ce sont des économies faibles à basse productivité, avec de revenus par tête de quelques centaines de dollars par tête. Donc, ils vont en ville, ils préfèrent migrer. Donc, quelle est l'option? L'option, c'est investir dans l'agroalimentaire et à partir de là, il y a un développement endogène parce que l'agroalimentaire est lié à beaucoup d'autres secteurs, du transport, par exemple, des biens pour fournir des biens d'équipement et d'autres. Donc, il faut cibler les clusters, l'association des entreprises autour de cette terre cible pour le développement de l'Afrique. Parce que aux tendances déjà mentionnées de digitalisation, électrification, il faut ajouter l'urbanisation, la transformation agroalimentaire et l'immigration. Donc, ces 5 idées pourraient nous aider. Je ne veux pas donner des solutions maintenant. Je suis incapable de donner des solutions, mais je pense qu'il faut réfléchir là-dessus, sur ces 5 points qui sont, pour moi, sont les noyaux du futur développement de l'Afrique. À mon avis, je suis tout à fait d'accord avec toi, José, mais à mon avis,
l'urbanisation qui guette les pays d'Afrique, c'est le plus grand piège. Pourquoi? Parce que tout est lié. Donc, la désertification rurale, l'immigration. L'immigration commence déjà par l'exode rural. C'est-à-dire, c'est des gens qui quittent le secteur rural parce qu'ils n'arrivent plus à vivre du produit de leur travail et qui vont en ville dans un premier temps pour chercher du travail. Donc, en ville, ils n'ont pas de logement, ils n'ont rien, les villes sont surpeuplées, il y a des bidonvilles autour de toutes les grandes métropoles africaines, c'est horrible à voir. Et de là, ils sont candidats après à l'émigration vers le nord, vers l'Europe. Ils sont prêts à tout. Et investir dans l'agroalimentaire, ça revient à maintenir encore ce système. La solution serait de développer l'agriculture fermière pour maintenir ces gens dans leur village, c'est-à-dire qu'ils puissent vivre en économie circulaire dans leur village et ne jamais penser à descendre en ville. D'ailleurs, ça serait très bien écologiquement puisqu'ils continueraient à entretenir le paysage et la biodiversité autour d'eux. Et c'est là où il faudrait mettre le paquet. Parce que l'agroalimentaire, tel qu'on le connaît, comme ça, c'est des complexes, c'est du productivisme. Ça servirait à nourrir les gens, je veux dire, comme ça. Mais à mon avis, ce n'est pas la solution à long terme. Bon, pour être honnête, je préfère être éclectique. C'est-à-dire, il y a toujours le développement, il y a des facteurs complexes, diversifiés. Je pense que la petite ferme, bon, a son futur, mais doit répondre à leurs défis. Parce que si autrement, il pourrait disparaître. Hein, parce que bon, si on analyse les cas de l'Europe, c'est ça la réalité, c'est qui nous montre. Donc, il faudrait, c'est une question de quantité, de portions, parce que je ne pensais pas que les phénomènes d'urbanisation puissent être stoppés. Comment arrêter ce processus? On pourrait penser, par exemple, à améliorer les niveaux de vie des gens en ville, améliorer le recyclage des déchets, améliorer l'environnement en termes de pollution, bon, améliorer les postes de travail en créant en développant les manufactures et les services. Parce que, par exemple, quand on analyse des cas concrets, c'est très difficile, par exemple, fournir des services dans les petits villages, sont très coûteuses. Par exemple, pourvoyer de l'électricité dans un hameau d'une centaine d'habitants, 1000 habitants, ce sont des coûts très, très élevés dans des conditions de limite dans le financement. Donc, il faudrait étudier tous ces aspects du problème. Ben c'est tout le grand dilemme du développement, José. C'est que le développement, il est jugé par rapport au coût, par rapport à la rentabilité que c'est. Alors qu'un service public, il ne devrait pas avoir de coût. Quel que soit son coût, il est nécessaire. Donc, si, par exemple, on peut, même dans un petit hameau, maintenir des gens sur place en payant très cher l'électricité, les services publics, la santé, l'école,
ça les empêche d'aller en ville. En allant en ville, ils causeraient plus de dégâts. Oui, oui, mais il y a des processus qu'il faut commenter. Par exemple, ce n'est pas la même chose avoir des écoles partout que des écoles concentrées. Il faut un aménagement du territoire. Si on fait Oui. l'aménagement du territoire, ça c'est un processus très intéressant pour le développement rural, pour Oui. éviter que les gens C'est ma, aillent en ville. c'est ma spécialité. Mais il faut le faire. Oui. Mais par exemple, Mais oui, c'est ce que donc on développe une relation intersectorielle. Si on veut développer de ces centres scolaires, il faut développer les transports scolaires. Il y a déjà un nouveau secteur pour développer. C'est ça, ce que j'appelle le développement rural. Mais oui, je ne le vois pas, mais je le vois pas comme l'unique développement, je le vois pas, je le vois dans le contexte de l'urbanisation aussi. oui, mais Il faut urbaniser, qui est en train de urbaniser la campagne. Ça, je suis d'accord. Mais je pense que le processus d'urbanisation, l'arrêter, je ne vois pas les moyens. non, on ne pourra pas l'arrêter, c'est sûr, mais je veux dire qu'un aménagement rural, je veux dire, adéquat, permettrait d'atténuer justement l'exode rural, parce que les villes s'agrandissent avec des gens qui viennent de la ruralité. C'est pas comme en Europe, des gens qui déménagent d'une ville vers une autre ville. En Afrique, c'est des gens qui viennent de la campagne pour aller en ville parce qu'ils croient que c'est meilleur, parce qu'ils n'ont pas de service, ils n'ont pas de travail et ils ont faim. Et vous? Et l'aménagement rural, justement, l'objectif premier de l'aménagement rural, c'est de maintenir les gens dans leur espace, à n'importe quel prix. Et donc, si on commence à raisonner en termes de coûts, on a perdu d'avance. Voilà. Mais on pourrait parler en termes de réduction des coûts, en parlant d'un système urbain, des villages, villes intermédiaires et grandes villes. Et parce qu'on a simplement les villages et les grandes villes. On pourrait avoir des villes intermédiaires qui permettent de compléter les systèmes d'une façon plus... Je ne sais on pas. pourrait trouver la synthèse de ce côté-là. Hein? Oui, je ne sais pas si vous connaissez Pierre Rabhi. Non, non, je Pierre connais. Rabhi, c'est l'association Colibri en Oui. France. C'est un penseur, un écologiste ouais, qui lance des expériences justement dans le sud du Maroc en instaurant des villages circulaires, c'est-à-dire autonomes, où tout est fait sur place. Tout est recyclé, tout est produit, l'eau, l'électricité, l'éducation dans un espace fermé. Oui, oui, oui. Et c'est une expérience très concluante. C'est une expérience très concluante. C'est Colibri. Colibri, d'accord. Alors Colibri, il l'a appelé Colibri parce que moi j'ai connu ce monsieur à Genève à l'ONU lors d'une grande conférence justement sur l'avenir du monde. Et colibri, c'est quoi? C'est un oiseau. Oui. C'est un oiseau qui avait rencontré un autre oiseau. Le premier oiseau avait vu un feu dans la forêt et commençait à prendre une goutte d'eau et allait éteindre le feu. Alors l'autre colibri lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Avec une goutte d'eau, tu ne peux pas éteindre l'incendie qu'il y a dans la forêt. Il lui a dit, oui, mais moi je fais ma part. Avec ma goutte, donc je fais ma part. Il faut que tout le monde fasse sa part dans ce monde. Voilà. Merci, Adelaide. C'est une bonne idée. Je prends note de ça. Mais il faut
en discuter là-dessus parce que ce sont des problèmes très complexes. Hein. Ah, c'est extrêmement complexe. C'est- Et les cas ne se ressemblent pas. On ne peut pas transposer, par exemple, nos modèles de développement en Europe à des pays dont les cultures sont différentes, dont la démographie est différente, où il y a du nomadisme. Est-ce qu'on peut stabiliser des nomades? Non. Les nomades partent de la Mauritanie jusqu'au Tchad ou au Soudan depuis des siècles. Et un phénomène pardon, excusez-moi. Oui. Un phénomène intéressant pendant la pandémie, c'est par exemple dans les villes de la RDC, de la République démocratique du Congo, il y a des gens qui sont rentrés au village parce que les difficultés en ville étaient très accusées, les concentrations de la population. Et ils étaient mieux pourvus dans leur village. C'est un processus inverse. Inverse, oui. Mais je me demande si maintenant que les économies commencent à rattraper, si ça va se maintenir, on verra. Bah, chaque chose, malheur est bon. Hein. Peut-être que cette pandémie nous fera réfléchir à un autre monde, à une autre mondialisation, Bien sûr. à Oui. un autre type de production, et surtout à un autre mode de consommation. Oui, et là, il y a un phénomène qui n'a pas parlé en profondeur, c'est le télétravail. Le télétravail permet de travailler à distance. Donc, elle permet de travailler au rural. Ça serait dans les périphéries des villes aussi, parce que ce n'est pas nécessaire d'aller au travail, au poste de travail tous les jours de la semaine. On peut travailler dans ton village 3 jours par semaine et aller au boulot pour trouver les chefs ou tes collègues 1 ou 2 jours. Ça commence, hein? Et je Bien pense sûr, que c'est un phénomène qui est arrivé pour rester. Hein. Je pense que ce n'est pas transitoire. Bon, certainement. oui, mais je dis que ce sont de nouvelles tendances qui vont dans la voie d'une intégration ville-campagne, d'un processus de décentralisation vers la campagne ou vers l'espace périphérique par les nouvelles façons de travailler. Hein. Et aussi de la recherche de la conciliation de la vie du travail et de la vie familiale aussi. Hein. Donc, il y a, bon, on continue avec des problèmes très complexes, mais bon, on est venu ici pour le poser sur la table, n'est-ce pas? OK. Voilà, donc merci pour ces Je réflexions. Je pense que m'excuse c'est d'avoir monopolisé oui, un peu la parole. Hein. non, pas du tout. C'est toujours intéressant d'écouter une conversation entre deux professionnels. Donc, merci à tous les trois. Et vraiment, je trouve intéressant de finir avec ces réflexions qui fait un contexte commun entre l'Afrique et l'Europe. Parce que vraiment, je pense au cas de l'Espagne, qu'il y a aussi un débat ouvert par rapport à la relation des villes avec la campagne, la nécessité d'aller encore à un contexte urbain qui est un peu en crise. Donc, je trouve que il y a un mouvement similaire, même si la réalité de l'Afrique est propre, elle doit se développer par elle-même hein, sans avoir de référence à un modèle européen qui n'est pas le propre. Donc, mais en tout cas, je trouve qu'il y a une connexion et nous avons certains problèmes et certaines solutions communes dont on verra au futur. Voilà. Voilà. Donc, parce que voilà, c'est José María, il est un économiste, elle peut pas voir le futur. Donc, mais c'est intéressant de poser des solutions et poser des questions.
Donc, merci Anna pour ta présentation et ces commentaires. Merci à tous les amis qui sont présents, à José Miguel Faldo, à Adelaide Segrari, bon, Omar Belkeiri, je ne sais pas si j'oublie. Bon, merci à tout le monde. Ça a été un plaisir de parler sur l'Afrique, mais on doit continuer parce qu'il y a beaucoup de défis pour répondre. Et il faut vous remercier aussi par votre intérêt aux problèmes de l'Afrique. En parlant de Madrid, c'est très important qu'on s'intéresse de plus en plus par les problèmes africains et pour les problèmes de l'Afrique subsaharienne. Et à l'Université autonome, nous sommes engagés Voilà. dans ces travaux d'enseignement, dans les travaux de recherche, parce que les problèmes posés, merci aux gens qui ont présenté des problèmes, parce qu'ils demandent de la recherche. Et c'est à nous de faire de la recherche, c'est notre responsabilité. Donc, mes remerciements et bonne soirée. Ok. Et à Donc, toi aussi, merci Maria. Merci à tout le monde. merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Au Au revoir. revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.